Ce qu'on a décidé de faire autour du sujet, la crise, comment ça s'est passé, mais surtout comment on peut tirer les enseignements de cette crise, c'est d'organiser des discussions et des échanges entre experts, en fait, pour vous permettre d'échanger autour de grands défis que vous avez remontés. Ce soir, en fait, on va échanger sur 3 grands défis ou 3 grands enseignements qu'on a fait remonter, en fait, de ces entretiens avec vous. D'abord, on va parler de dépasser les silos et coopérer. Professeur Lacombe, vous faites partie de la PHP. C'est le plus grand hôpital en Europe. Comment concrètement cet énorme navire a su s'organiser en très peu de temps pour faire corps face à la pandémie? Donc c'est vraiment recentré par site hospitalier et chaque site hospitalier a fonctionné là pour le coup en activité transversale entre les différents services. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de remaniements administratifs ces dernières années. Donc la PHP étant une très grosse structure hospitalière a eu cette capacité à construire, on va dire, des échelons administratifs qui n'en finissaient pas. Et finalement, on a vu qu'en situation de crise où il nous était demandé d'agir extrêmement rapidement, eh bien, on est revenu à notre unité fonctionnelle qui est le site hospitalier. Mais à l'intérieur du site hospitalier, on a réussi à tous travailler ensemble de façon transversale. La meilleure réponse que l'on puisse apporter à l'épidémie, c'est quand on revient à l'unité de site. Parce que la réponse, en fait, elle est apportée site par site. Et toutes les structures administratives que l'on a pu mettre en place pour la gestion entre sites, en fait, eh bien, perd toute sa crédibilité quand on doit apporter une réponse très rapide. Au-delà de la réponse par site, en revanche, ce qui a été extrêmement important, ça a été de travailler de façon collégiale. Et on a vu qu'on n'était pas seul, qu'on était un corps médical et un corps de soins extrêmement soudés. Docteur Saint-Lary, vous êtes médecin généraliste, vous exercez à la ville. Une des premières décisions prises assez tôt a été de ne pas orienter les patients vers les médecins généralistes en ville. Rétrospectivement, en fait, comment est-ce qu'on aurait pu mieux mailler la ville et l'hôpital et replacer en fait la médecine libérale comme le premier maillon de la chaîne de la prise en charge? Alors, en préambule, on refait un peu le match et j'ai conscience que c'est toujours plus facile de s'exprimer rétrospectivement. Effectivement, ce qu'on peut constater avec le recul, c'est que il y a eu une grande discordance entre des soignants au sens large en ville qui se sont organisés, qui ont fait preuve de beaucoup d'agilité, et puis des directives gouvernementales qui, un peu à la surprise générale, ont déclaré de ne pas consulter ni votre médecin généraliste, ni quiconque d'ailleurs en ville. C'était quelque chose qui s'entendait parfaitement, je pense, dans le stade 1 et 2 de l'épidémie selon les phases OMS. Ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on devait faire face à une situation de manque de masques qui était pas très bien documenté, mais où il y avait des retours assez nombreux. En fait, a posteriori, les enquêtes qu'on a pu mener montrent qu'il y avait à peu près 16% des médecins généralistes qui n'avaient plus aucun masque au moment de l'épidémie, donc c'est pas rien, et c'est d'autant plus grave qu'il y en a un certain nombre qui en sont décédés. Mais on voit bien que avec peut-être de la donnée qui serait remontée un peu plus structurée tout de suite, on aurait pu constater qu'une majorité des généralistes étaient quand même équipés là-dessus. Et puis peut-être que l'autre raison qui explique, il y avait aussi un réflexe de la tutelle. On est un pays qui est hospitalo-centré, donc le réflexe a été, pour des raisons historiques, donc le réflexe a été de se retourner vers les acteurs qu'on connaissait mieux. Écoutez, la ville, c'est un système qui est probablement moins hiérarchique et un peu plus flou dans l'esprit des tutelles. Et donc probablement s'il y a 2 leçons à tirer de tout ça pour essayer de mieux réagir en cas de deuxième vague, la première leçon, c'est qu'il y a un enjeu de structuration des soins primaires qui est extrêmement important et il faut, je pense, se saisir de la dynamique de constitution de ces PTS, notamment en ce moment. Et puis la deuxième leçon, je pense qu'il y a un enjeu à se faire confiance dans cette aventure-là. Et je pense que la tutelle a été initialement peut-être un peu craintive vis-à-vis des capacités de la médecine ambulatoire pour s'organiser et pour répondre présent face à cette épidémie. Bien sûr, il faut que mutuellement, on apprenne à se faire confiance. Merci beaucoup. Docteur Sanchez, comment est-ce qu'on fait et concrètement, est-ce qu'on aurait pu mieux mailler la ville et l'hôpital? Spécialiste de la donnée, docteur Sanchez, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en plus? En ce qui concerne les données et les outils,
Je ne pense pas que cette crise ait révélé qu'il nous manquait des outils de coordination, mais en tout cas, j'espère que dans un futur immédiat, elle aura vraiment renforcé le besoin et elle sera vraiment un accélérateur des outils de coordination. Alors, je pense notamment à tout ce qui est e-parcours. On peut se dire que cette crise a souligné vraiment l'enjeu d'une coordination autour d'un parcours de soins, tant pour les patients qu'on renvoyait au domicile qui ont été confinés, tant pour les patients chroniques qui se retrouvaient également à la maison confinés et pour lesquels des outils auraient peut-être été bénéfiques. Ce qui a mis en évidence cette crise, c'est le besoin de continuer le développement très rapide d'outils, notamment de e-parcours. J'ai particulièrement hâte de voir le lancement des projets pilotes là dans le Grand Est. Pour reprendre les propos du professeur Salary, je pense que le maillage en exercice coordonné avec une bonne articulation entre des CPTS et en tout cas des GHT et des hôpitaux peut être en tout cas un gage à l'avenir aussi d'une meilleure coordination. Merci beaucoup. Professeur Rouprey, un mot sur la coopération entre les universités. Comment ça s'est passé pour mettre en commun la connaissance et assurer que la communauté médicale finalement ait une homogénéité? Il a fallu, de ce point de vue-là, surtout s'informer parce qu'il y a une période de sidération au début entre la communauté chirurgicale que j'ai pas la prétention de représenter, mais dont je fais partie, a été un peu démunie. Et on s'est retrouvé donc dans la difficulté à essayer de glaner des informations. En tout cas, au sein de l'université, il y a eu des coopérations à tous les niveaux puisque les cours ont été gelés. Il a fallu créer l'enseignement, j'allais dire numérique, au même titre qu'on débat en numérique ce soir. Et puis surtout, l'avantage qu'on a eu, en tout cas sur les structures parisiennes, c'est que l'hôpital, je vous dis, couvre plusieurs universités. Après, il n'y a pas que l'université parisienne, loin de là. Il y avait d'autres expériences ailleurs, par-delà le champ médiatique qu'on évoquera tout à l'heure au sein des universités, parce que c'est bien aussi de faire de la vulgarisation et de la communication avec le grand public. Je crois que c'était important pour nous de parler entre nous, parce que notre langage n'est pas obligatoirement compris des autres. Vous perdez beaucoup de temps, parfois c'est très chronophage à vouloir expliquer, vous vous exposez. Alors que c'était un moment où on avait plutôt envie d'être protégé pour se consacrer à notre tâche. Et puis, il y a des collaborations avec les universités européennes et les universités américaines. Et donc, nous, on a des liens de collaboration avec les universités italiennes, les universités espagnoles. Et donc, ils sont des bons exemples de gens qui nous faisaient remonter de l'information et qui nous permettaient aussi de digérer les informations en amont de l'emballement médiatique qu'il y a eu pour ça. Et donc, je crois qu'on avait en fait un besoin d'informations authentiques et on savait, nous, où aller les glaner. Et je crois que c'est important et cette coopération interuniversitaire, elle s'est fait assez spontanément. En fait. Parfait. Monsieur Lussier, est-ce que cette crise va finalement accélérer l'organisation territoriale de la santé et de la prise en charge ou est-ce que ça va rester juste un phénomène de crise? Effectivement, on a eu à la fois un grand alignement de planètes internes dans chaque hôpital, avec un repli effectivement sur chaque site que j'ai repéré dans le groupe d'hôpitaux que je dirige, mais aussi une capacité à travailler avec d'autres établissements, notamment parce qu'on a dû transférer à la demande de l'État l'ensemble de notre activité chirurgicale, enfin 95% de l'activité chirurgicale, vers des cliniques privées. Donc par nature, ça a suscité des coopérations territoriales renforcées. Je suis pas absolument certain que cette situation puisse perdurer. On s'aperçoit qu'un grand nombre des logiques dont on était malheureusement parfois un peu prisonniers ont repris leur force par le simple fait qu'on doit gérer la rareté, qu'on doit gérer des rationalités diverses, qu'on doit gérer des conflits de personnes qui avaient été clairement éludés. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut capitaliser. Clairement, on était quand même dans une situation exceptionnelle qu'on espère bien ne pas voir se reproduire avec ce niveau d'intensité. Si on bascule vers le second axe de la conversation, il y a eu un déluge de publications et d'informations. Tout le monde était scientifique. Il y avait 66 millions d'infectiologues autour de la table. Globalement, et je recommencerai par vous, professeur Lacombe, vous êtes au cœur de la connaissance et de l'information. Comment est-ce que vous avez fait pour construire au fur et à mesure cette connaissance et puis surtout pour la diffuser autour de vous? Vous avez été dans les premiers à accueillir des patients. Le plus prégnant, c'est bien sûr de porter un regard que l'on veut être le plus objectif sur ce que l'on sait et sur ce que l'on ne sait pas. L'agent pathogène, on l'a su assez rapidement, mais les conséquences cliniques de l'agent pathogène, on a mis beaucoup de temps à caractériser cette nouvelle maladie. Ce qui était extrêmement important, c'était de partager les connaissances, savoir que devant l'inconnu, on n'est pas seul. La bienveillance et l'humilité, pour moi, étaient deux caractéristiques extrêmement importantes
qui devait guider notre conduite et être assez humble pour savoir que le savoir est acquis par la communauté. Les infectiologues en particulier, mais de façon générale, les médecins avons eu une responsabilité dans la façon dont on faisait passer l'information. Quand même, la majorité d'entre nous avons essayé de porter un discours qui était dans la médiane, dans la ligne de crête entre le très alarmiste et le très rassurant. Certains, plus que d'autres, ont pu porter cette parole dans les médias, mais il faut savoir que ça ne suffit pas. C'est pas ce que l'on porte dans les médias qui est le plus important, mais c'est ce que l'on porte dans les sites où on travaille. Dans la grande majorité, on a réussi à véhiculer une connaissance qui était basée sur les preuves, qui était tout en équilibre. Quand on ne reste pas dans l'équilibre avec une certaine humilité, eh bien on verse dans des excès et on a vu que médiatiquement, on a eu beaucoup de témoins de ces excès et là, pour le coup, ça brouille beaucoup le message. Alors, professeur Saint-Lary, vous m'aviez parlé d'un site, d'un outil en fait de partage de connaissances que vous avez construit avec la communauté qui s'appelle CoronaClick pour tenir informée la communauté des généralistes et des médecins généralistes. Comment ça s'est construit? Est-ce que ça va perdurer? L'histoire de ça, c'est que le samedi 14 mars, il y a l'annonce de la phase 3. En même temps, se tient le conseil d'administration du Collège national des généralistes enseignants. On est bombardé de questions sur le Covid. On sent bien que c'est la seule chose qui préoccupe tous les acteurs. Ça a vraiment été un outil qui a été construit, entre guillemets, en bottom-up. On a travaillé tout le week-end avec des membres du conseil scientifique, donc du CNGE, mais aussi des acteurs professionnels, donc du Collège de la médecine générale, des représentants syndicaux, des représentants infectiologues, santé publique. On a travaillé en collaboration avec la SPIL. Et on a décidé qu'il y ait une double visibilité, à la fois la constitution d'un site Denovo où l'ensemble des informations qui nous semblaient utiles, on a vraiment essayé de faire un tour assez large de la littérature, mais pas uniquement au sens scientifique dur du terme, mais vraiment aussi, j'allais dire, pratico-pratique. Et donc on a créé CoronaClick avec toutes les informations sur un seul site. Et puis on s'est dit qu'il fallait aussi mettre à jour le site Antibioclick, qui avait pas mal de passages, à peu près 10 000 clics par jour. On a développé un outil Covid sur Antibioclick. Dès le lundi, et CoronaClick et Antibioclick ont tous les deux eu, je crois, plus de 30 000 connexions. C'est une assez belle démonstration de cette logique bottom-up qui parfois peut fonctionner, identifiée dans un second temps par les tutelles, qui les ont labellisées, et puis après qui s'en sont saisies avec des recommandations, notamment du Haut Conseil de santé publique. Docteur Sanchez, il faut bien produire de l'information, mais aussi il faut prendre le temps de consolider l'information. Et comment fait-on quand on n'a pas le temps forcément de consolider l'information? Justement, à l'avenir, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut une information tout de suite? Est-ce qu'elle est vraiment d'une aide capitale à la décision ou pas? De mon point de vue, il y aura vraiment eu deux types d'informations. D'une part, effectivement, les informations scientifiques avec une inflation de publications telle que l'on ne l'avait jamais vécue. Il n'y a jamais eu autant de publications sur le Covid que tout autre phénomène jamais observé dans le monde de l'édition internationale. Ce qui vraiment a rendu très complexe la lecture en temps réel de la production scientifique. Il y a quand même une qualité de publication très hétérogène, avec un certain nombre de papiers passés dans des revues qui vraiment posent des questions. D'ailleurs, raison pour laquelle on peut louer des outils comme CoronaClick qui, en tout cas, permettaient au moins d'avoir un peu de clarté et de structure. Je pense qu'il y aurait une vraie question à se poser sur comment est-ce qu'on peut permettre en même temps une production qui est normale avec des préprints, avec des revues en comité de lecture, mais comment est-ce qu'on peut arriver à la qualifier rapidement avec un système peut-être supplémentaire en sus du peer review, et ce qui en tout cas pourrait créer un garde-fou. En second lieu, il y a les informations médicales qui ont mis du temps à remonter, et les indicateurs qu'on a produits, surproduits, on voulait des données, on voulait exploiter de la donnée, et peut-être pour montrer qu'on contrôlait les choses. Et quelque part, il faut aussi se reposer la question de remettre du temps pour produire et qualifier des données. Les données de mortalité, elles remonteront pas en temps réel. C'est une aberration. Ce qui pourrait, en tout cas sur le champ de la production d'informations médicales, aider, serait un outil de gestion de pandémie pour faire remonter de l'information et en tout cas travailler à une meilleure qualification de celle-ci. Alors, professeur Roupret, puis ensuite monsieur Lussier, si on prend la distance, comment est-ce que les communautés médicales, les sociétés savantes pourraient jouer plus de rôle dans l'homogénéisation et la dissémination de ces informations scientifiques? Il est clair qu'au début, on a minimisé, puis après, il y a eu une crainte qui a été devenue dans une amplitude maximale. Donc nous, il a fallu qu'on réagisse. Moi, par exemple, je fais de la transplantation rénale, je soigne des cancers du rein, de la vessie, de la prostate, du testicule. Je ne savais pas s'il fallait qu'on arrête tout, s'il fallait qu'on traite ces patients. Et donc, nos sociétés savantes se sont d'abord retournées sur l'organisation et la hiérarchisation
des maladies qu'on soignait. Posteriori, on récupère quand même des cas qui sont difficiles. Et les recommandations de nos sociétés savantes respectives, des urologues européennes, etc., ont fait des recommandations de crise, mais qui étaient beaucoup plus eminence-based que evidence-based, comme tout ce que j'ai vu d'ailleurs sur le Covid. Et d'ailleurs, il y a des avis d'experts parfois, mais il faudrait s'entendre sur savoir qui est expert ou pas expert, parce que si c'est par le prisme de BFM Télé ou par le prisme de l'université. Et ça, c'est pas la même chose. Le temps des médias n'est pas le temps de la publication scientifique. Et donc cette confusion des genres qui est totalement schizophrénique entre la volonté d'avoir des informations tout de suite, maintenant, etc., et le temps de la publication, n'importe lequel d'entre nous qui a été investigateur dans un essai randomisé sait que ça prend du temps et que par définition, c'est impossible de pouvoir répondre comme ça. Donc on était dans une schizophrénie de communication et quiconque est un petit peu documenté, évolue dans le domaine et regarde un peu ce qui nous a été donné, se dit que si l'information médicale est traitée de la sorte par les journalistes, permettez-moi de douter de la façon dont ils traitent les sujets économiques, politiques, sociétaux, qui nous transparaissent dans les journaux de télé. Donc, on s'est tourné vers nos sociétés savantes d'origine. Et puis, effectivement, il y avait à boire et à manger. Et quantité ne veut pas toujours dire qualité en termes de publication scientifique. Enfin, nous, on utilise des outils qui sont PubMed, qui sont des outils de recherche qu'on a l'habitude. Mais PubMed n'a qu'à offrir que ce qui est disponible. Et donc, cet emballement des éditeurs scientifiques, et donc là, c'est moi qui vous pose une question. Les comités éditoriaux sont finalement animés par souvent des médecins et des universitaires. On se demande quelle mouche a piqué les gens parce qu'il fallait avoir le papier Covid. Et on a vu ce que ça a donné dans le Lancet, ce qui a donné du grain à moudre à d'autres. C'est vraiment très difficile et on aurait aimé avoir un maître du temps qui dise « Attendez, c'est pas adaptable à cette situation, il faut vous détendre. » Et malheureusement, la crise qu'on évoque, elle n'est pas révolue et elle est encore en cours. Et les gens ont envie de tourner la page. Alors, peut-être qu'avec ces débats ou ces discussions, vous voulez tourner la page. Malheureusement, j'ai le sentiment que la page n'est pas du tout tournée. Et pourtant, les données scientifiques de qualité vont commencer à arriver 6 mois, 1 an et demi après. Et c'est là qu'on aura les éléments. La responsabilité in fine de l'utilisation de l'information, de l'évaluation de sa qualité propre, elle appartient aux cliniciens et heureusement. Je voudrais quand même adresser une forme de satisfecit par rapport à une maladie qui a suscité énormément d'angoisse chez tous les soignants, avec un certain nombre de publications effectivement à faible valeur scientifique, mais auxquelles on a donné un certain nombre d'échos médiatiques. J'ai trouvé que les communautés hospitalières avaient été quand même assez mûres pour synthétiser un certain nombre de ces informations de manière à faire évoluer la prise en charge en intégrant tous ces éléments. Donc le rôle d'un établissement sur un plan institutionnel, il est double. Il est évidemment de faciliter l'accès à l'information vérifiée. Et puis il y a un autre point important, et sans doute beaucoup plus important en termes de responsabilité, c'est la manière dont collectivement on a traité ces informations. On l'évoquait tout à l'heure, à l'instant, avec les pertes de chance associées à des reports d'intervention ou de prise en charge. Il y avait évidemment à arbitrer un certain nombre de considérations avec quelque chose que j'ai trouvé là pour le coup extrêmement positif, des médecins hygiénistes qu'on a placés de manière beaucoup plus centrale dans les choix collectifs qu'on a fait, hôpital par hôpital, et a fortiori en mai-juin dans la phase de reprise de l'activité, dans la reprogrammation des examens. Justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'on prend des décisions en temps d'incertitude? Professeur Lacombe, comment est-ce qu'on prend des décisions, on prend en charge ses patients si on ne sait pas comment faire? On a réussi à mettre ensemble plusieurs spécialités. Par exemple, nous, infectiologues, on était plutôt sur le côté viral et puis on s'est très vite aperçu que c'était une maladie qui était déjà très polymorphe avec des atteintes d'organes qui nécessitaient un regard d'autres spécialités. Et puis on a vu rapidement que de maladie virale, ça devenait une maladie à dire systémique, immunologique, et donc on a bénéficié des connaissances de nos collègues de médecine interne et immunologistes. Et par exemple, dans l'hôpital où je travaille, l'hôpital Saint-Antoine, on a décidé très vite, dès la mi-mars, de faire une réunion de concertation pluridisciplinaire quotidienne où on a revu pendant 1 heure et demie
tous les dossiers des patients qui arrivaient avec une pathologie Covid. Chacun d'entre nous était impliqué dans des essais thérapeutiques et on a pu discuter de façon collégiale de la meilleure thérapeutique à apporter aux patients en fonction de l'évolution rapide des connaissances. Et je pense qu'on a pu ainsi adapter quasi au quotidien, en fonction de l'évolution des connaissances, nos prises en charge thérapeutiques. Et je pense que c'est parce que justement, ce qui fait la force de la réaction que l'on peut avoir face à une nouvelle pandémie, eh bien, c'est ce travail communautaire, la mise en commun des connaissances et le regard clinique qui se base initialement sur des intuitions, mais qu'ensuite on doit corroborer avec des vrais protocoles de recherche. Eh bien, le fait de mettre en commun toutes ces intuitions peut aider à apporter une réponse thérapeutique rapide. Et on doit répondre dans une temporalité médiatique à l'anxiété des patients et à l'urgence que nécessite la prise en charge dans le cadre d'une pandémie. Mais de l'autre côté, il faut laisser également le temps à la science de faire son œuvre. Professeur Rouffret, d'un point de vue très pratique, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu tout d'un coup, tous vos patients finalement ont été déprogrammés pour donner la place à des patients Covid. Comment est-ce dans ces cas-là, on protège en fait les patients en sens général, sans distinction? À partir du moment où on est sur des sites où on imagine volontiers que le virus va circuler de façon active, puisque moi, le pavillon dans lequel je travaille, c'est le pavillon des urgences. On est 3 étages au-dessus, il y a une certaine circulation. Donc, par définition, d'aucuns comprendra que faire venir un patient à l'hôpital, c'est l'exposer potentiellement, comme les transports en commun, comme d'autres endroits où les gens se croisent, à une exposition qui est probablement peut-être plus grave encore chez des patients qui peuvent être un peu immunodéprimés de par leurs conditions de santé. Donc, il a fallu, d'une part, déprogrammer tout ce qui était considéré comme inutile ou qui pouvait attendre. Et après, il y a d'autres pathologies comme le cancer qui posent un vrai problème, car jusqu'à preuve du contraire, tue bien davantage que le Covid, avec une angoisse certaine quand on a été diagnostiqué. Imaginez ces séquences où les patients sont diagnostiqués, on leur annonce une maladie, on leur dit qu'on va les soigner, ils ne peuvent pas s'engager dans la séquence thérapeutique. Et donc, il a fallu dématérialiser, garder le lien avec les patients, parce que nous, nos services se sont vidés. Et donc, nous, on donne de notre temps et volontiers qu'on alloue le personnel qui était censé venir travailler dans notre service pour qu'ils aillent se rendre disponibles pour ces unités-là et maintenir comme une filière chirurgicale d'urgence pour des urgences sanitaires en réduisant les durées d'hospitalisation autant qu'il était possible. On s'est posé des questions par rapport aux voies d'abord chirurgicales qui étaient les nôtres. On utilise beaucoup la chirurgie robotique aujourd'hui. C'est une voie mini-invasive, mais la dissémination du virus dans un contexte d'environnement gazeux a conduit les uns ou les autres à être prudents, sachant qu'il y avait des cellules de crise à la PHP et pas une seule n'émettait des recommandations préopératoires qui étaient identiques. On est le même hôpital, Saint-Antoine-Tenon et la Pitié, et qu'il y avait trois méthodologies différentes préopératoires entre ces 3 structures. Donc on parlait des communications, mais encore faut-il se mettre au diapason. Et ces réunions de concertation pluridisciplinaire, en tout cas pour le cancer, on s'est évertué à ce qu'elles se poursuivent. Et on a évidemment continué à traiter au moins 40 dossiers par semaine, donc les vidéoconsultations, et faire à distance tout ce qu'on pouvait faire à distance. Mais j'aime autant vous dire que si la crise à son pic était restée davantage que 3 mois, cela reposait vraiment des problèmes majeurs, avec des confrontations idéales. Comment peut-on comparer des maladies comme le cancer, le Covid, la leucémie? Enfin, bref, ce sont des choix. Donc, dans l'urgence, je comprends tout à fait, mais à terme, si ce genre de crise continuait à se pérenniser, il faudrait quand même qu'on puisse garantir un corridor sanitaire pour les malades, en tout cas qui ont des cancers. Le professeur Saint-Lary, je vous cite, « La crise a pointé de manière douloureuse la nécessité de recueillir de la donnée structurée en médecine ambulatoire pour être mieux préparée. » Comment est-ce que cette donnée aurait été utile, notamment dans le cadre de la prise de décision? Au début de la phase 3, on disposait quasiment exclusivement de données sur des patients chinois hospitalisés. Et puis assez rapidement, on a eu des données de patients hospitalisés en France et dans quelques autres pays. Ça n'a pas été toujours simple que ces données soient vraiment considérées comme toujours pertinentes pour prendre des décisions en ville. Sur le plan diagnostique, en tout cas, et clinique, il y a 2 aspects qui sont importants. C'est est-ce que le patient est atteint par le virus Covid-19, et puis 2, est-ce qu'il est grave et est-ce qu'il va falloir l'hospitaliser?
Et sur la question de est-il grave, en fait, les données dont on disposait, parce que maintenant ça a un peu évolué, c'était chez les patients hospitalisés, lesquels passent en réa et lesquels décèdent. Mais c'est pas tout à fait certain que ça soit transposable à finalement chez des patients qui sont pas encore hospitalisés, qui sont chez eux, qui vont bien. Quels seraient les signaux un peu précoces qui nous alerteraient? Et puis deuxième question, c'est est-ce que le patient finalement est atteint par ce virus ou pas? Et là, alors, ce qu'utilisent sans arrêt les praticiens au quotidien, c'est les valeurs prédictives, positives et négatives, de tel ou tel signe clinique ou éventuellement paraclinique. Et les valeurs prédictives, elles dépendent très fortement de la prévalence. Je prends par exemple l'histoire de l'anosmie et de la gueusie. La question, c'est est-ce que sur la population générale, en tout cas la population qui consulte en soins primaires, avec des prévalences différentes, la valeur prédictive va quand même être suffisamment importante pour nous faire imaginer qu'il s'agit bien de ce virus-là. Que, par exemple, je parlais de l'anosmie et la gueusie, effectivement, c'était des signes qui, même en population de soins primaires, étaient intéressants et avec des fortes valeurs prédictives positives et négatives. Donc voilà, donc c'était important d'avoir ce type de données. Là, je vous ai parlé que de l'aspect clinique, mais sur les données thérapeutiques aussi, il y a eu plein de questions qui sont posées. Et voilà, et donc il y a un enjeu aussi à se positionner là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Lussier et Dr Sanchez, à vous la parole. Si on avait 2-3 choses à retenir. On espère que l'aspect multidisciplinaire de coopération territoriale plus évidente, il perdure parce qu'il a été bénéfique pendant la crise, certes, mais parce que fondamentalement, il correspond à la logique de prise en charge des patients. C'était la prise en charge qui était défaillante. Donc, ce qu'on espère clairement de la crise, c'est qu'elle réinterroge un certain nombre de choses et qu'elle soit un point de départ et pas seulement le constat mi-héroïque, mi-tragique d'un certain nombre de deuils qu'il nous faut faire. Mon mot de la fin serait de dire... quelque part, ça pourrait être aussi une bonne occasion de se réinterroger sur les modes de financement. Alors justement, parce qu'en tout cas, on s'est aperçu que là, pour le coup, ça n'allait pas. En tout cas, c'était pas du tout adapté. Le mot de la fin, c'était vraiment adaptabilité, réactivité et complémentarité. Interdisciplinarité. Voilà. Monsieur Saint-Lary et Monsieur Roupret. Si cette crise a servi à quelque chose, et là j'en témoigne de ce matin, parce que je suis responsable de l'UE1, qui est un peu autour de la question de santé publique, tout ça à la fac, j'ai jamais vu des étudiants, même si c'était en visio, aussi impliqués, aussi intéressés depuis cette crise sur les notions de lecture critique d'articles. Et si ça a bien mis en lumière une chose, cette crise, c'est que la science, ça se regarde posément, comme ça a été dit, et avec rigueur. On va avoir une génération là, d'étudiants en médecine actuellement qui seront convaincus de ça et qui seront particulièrement bien formés. Mais il s'agit de construire sur la durée parce que le temps de la médecine, c'est un temps long et donc il faut des investissements pour l'avenir. Et cette vision schizophrénique qu'il y a eu entre les docteurs et l'administration depuis des années n'a plus lieu d'être. Il faut qu'on travaille ensemble et que la santé soit replacée au cœur. Et je pense que ça coûte des sous, mais quand on est malade, on est content d'avoir un système comme le nôtre.